Bonjour à tous. Quand Axel m'a annoncé la prochaine session Twitch, j'avoue, j'étais assez emballé. Parce que le thème déjà est assez kiffant. Vous savez que l'AI fait beaucoup parler d'elle en ce moment, et notamment dans le milieu du design. Mais aussi parce que notre invité d'aujourd'hui n'est autre que Laurent Chastrus. Alors je me suis dit quand même, Laurent, j'ai la chance d'avoir travaillé avec lui, je le connais assez bien, j'ai pas mal d'anecdotes assez croustillantes. Je me suis dit, pour faire sa bio, il y a moyen qu'on se marre un peu. Et au fur et à mesure que j'avançais dans la bio, je me suis dit, ouais, enfin en même temps, il a quand même un langage assez fleuri, il a pas ça dans sa poche. Je vais m'en prendre plein la tronche aussi si je fais trop. Donc je me suis dit, bon, alors du coup, peut-être que je vais faire appel tout simplement à ChatGPT pour faire la bio de Laurent. Et en fait, finalement, comme ça, c'est beaucoup plus consensuel et je prends moins de risques. Et donc, dit ChatGPT, écris-moi une biographie de Laurent Chastrus. Laurent Chastrus est un acteur français né le 29 mars 1968 à Lille. Il débute sa carrière au cinéma en 1994 avec le film Les Misérables de Claude Lelouch. Il est surtout connu pour ses rôles dans des films tels que Les Rivières pourpres, Le goût des autres et La famille Bélier. Il a également joué dans de nombreuses séries télévisées dont Profilage, Braco et Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Donc j'ai ignoré Laurent, hein, bravo pour ta carrière. Ouais, quand même, majoritairement des bons films, franchement. Laurent Chastrus est également un musicien talentueux. Il a enregistré plusieurs albums avec son groupe Les Chastrus Brothers. Il a également écrit et composé des musiques pour des films et des séries télévisées, hein, donc vraiment un artiste accompli, bravo, franchement. En dehors du cinéma, Laurent Chastrus est un militant engagé qui milite pour... Et là, j'ai eu un bug de ChatGPT. Donc j'ai essayé d'après de dire, mais quelle cause j'ai envie de savoir? Et donc les causes sociales et environnementales. Tu es membre du réseau Action Climat et tu travailles à la mise en place de politiques climatiques ambitieuses. Eh, la classe, hein, quand même. Hein. Moi, quand j'ai demandé pour moi, en fait, il me disait qu'il ne me connaissait pas. Donc, donc ensuite, je me suis dit, tiens, on va creuser un peu, on va savoir. Mais c'est quoi, en quoi il est le plus connu, Laurent Chastrus? Eh ben alors, Laurent Chastrus est principalement connu et reconnu pour ses rôles au cinéma, notamment dans les films Les Misérables, Les Rivières pourpres, Le goût des autres et La famille Bélier. Il est également connu pour ses nombreuses apparitions dans séries télévisées telles que Profilage, enfin bref, on a compris, voilà. Donc en fait, là, l'AI reboucle un peu sur le sujet. Mais moi, j'ai pas voulu m'arrêter là. J'ai dit, mais ok, d'accord, mais c'est quoi ses principaux challenges? C'est quoi son avenir? Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, ChatGPT, que j'ai affectueusement surnommé Chad, je trouve ça plus sympa, m'a dit que les principaux nouveaux défis de Laurent Chastrus étaient de poursuivre son engagement militant pour les causes sociales et environnementales, ainsi que de continuer à travailler sur des projets artistiques et stimulants. Ton avenir semble prometteur, avec de nouvelles opportunités de rôle au cinéma et à la télévision, et peut-être même la possibilité de produire un album avec son groupe, les Chastrus Brothers. Donc, je me suis dit que c'était mon rôle un peu de recentrer un peu sur le sujet, hein, quand même. Donc, je me dis, mais d'accord, ok, mais Laurent Chastrus, a priori, il a des fortes convictions sur le design et la user experience. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, Laurent Chastrus est un grand défenseur du design et de l'expérience utilisateur. Il pense qu'il est essentiel de créer des produits qui soient simples, intuitifs et faciles à utiliser. On dirait Don Norman, en fait. Hein. Il croit également qu'il est important de prendre en compte le point de vue des utilisateurs lors du développement des produits et qu'il est essentiel de créer des produits qui répondent à leurs besoins et leurs attentes. Ouais, d'accord, c'est bien. C'est très consensuel, hein, quand même. Alors, du coup, peux-tu m'en dire plus sur le design et Laurent Chastrus? Laurent Chastrus est un fervent défenseur du design et de l'expérience utilisateur. Il pense qu'il est important de créer des produits qui soient intuitifs, simples et faciles à utiliser. Il est convaincu que blablabla, et là, rebouclage. Et donc, il paraît qu'il faut y apprendre des trucs à l'AI. Je vais aller plus loin. Et du coup, c'est quoi le design selon Laurent Chastrus? Et bien pour Laurent Chastrus, le design est une discipline qui consiste à concevoir des produits et des services qui sont intuitifs, simples et faciles à utiliser. Il pense que le design, blablabla, est rebouclage. Donc, je me suis dit, en gros, je voulais gagner du temps et je suis en train d'en perdre parce que finalement, l'outil ne me sert strictement à rien. Et je me suis dit, tiens, on va ouvrir la boîte de Pandore sur l'AI, on va carrément demander à ChatGPT l'avis de Laurent sur l'intelligence artificielle. Laurent Chastrus est un fervent défenseur de l'intelligence artificielle et pense qu'elle peut être utilisée pour améliorer notre qualité de vie et créer des produits plus intelligents et plus efficaces. Il pense également qu'il est important de prendre en compte les impacts sociaux et éthiques de l'intelligence artificielle et de veiller à ce que les algorithmes soient conçus de manière responsable et éthique. D'accord, bon bah ok. Au moins, ça mérite de pas être très clair. Du coup, j'étais pas très avancé à ce moment-là, donc je me suis dit, bon, du coup, la bio, elle est un peu pourrie. Bon, au moins, je prends pas le risque de me brouiller avec Laurent, mais peut-être que l'AI peut me servir à préparer un peu cette session de Twitch.
Et est-ce que tu as des questions à préparer pour Laurent pour l'interview? Du coup, j'en ai 5, je te vais les citer en vrac, hein, t'es pas obligé de répondre à toutes, mais 1, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir acteur? 2, c'est quoi le projet artistique qui te passionne le plus? 3, qu'est-ce qui te motive à t'engager en faveur des clauses sociales et environnementales? 4, quels conseils tu donnerais à des jeunes qui souhaitent se lancer dans le métier d'acteur? 5, c'est quoi ta plus grande réussite professionnelle? Donc là, je me suis dit, c'est cool, on dit que ça va révolutionner le futur, que ça va remplacer nos métiers. Je pense qu'on a encore un peu de marge. Mais pour finir sur une note un peu optimiste et voir la créativité qui se met dans chaque AI qui nous entoure, j'ai demandé à Chad, allez, vas-y, écris-moi un haïku sur Laurent Chastrus. Attention, c'est court, mais c'est intense. Acteur et musicien, militant pour les clauses sociales, Laurent Chastrus, brillant. Ouf. Voilà. Sur ces notes, je peux éteindre. sur ces notes, du coup, l'IA, t'y vas ou t'y vas pas? J'y vais, of course, mais pas à n'importe quel prix. Déjà, je pense que c'est une bonne illustration de que ChatGPT peut halluciner et générer du contenu parfois un petit peu perché. Mais non, l'IA, j'y vais forcément parce que de toute façon, j'ai pas envie d'être sur le bord de la route parce que c'est un peu le chemin que prend l'histoire. Aujourd'hui, on est dans une espèce de bulle spéculative un petit peu sur l'IA et on a tout le monde qui y va, tout le monde sort ses trucs. En fait, tout le monde a pris conscience des avancées de l'intelligence artificielle génératrice qu'on a pu avoir avec Midjourney, avec ChatGPT, qui sont pas révolutionnaires en termes de techno, mais qui ont au moins à minima permis au grand public de se rendre compte de ces avancées-là. Et donc, du coup, il y a une course un peu effrénée là pour être les premiers, pour vendre, pour faire du business dessus. Et donc, ça va façonner forcément l'image que l'on va avoir du design demain. Ça va façonner notre métier, ça va façonner notre société, ça va façonner tout un tas de choses. Et c'est bien pour ça que oui, il faut y aller. Il ne faut pas y aller à n'importe comment. Et n'importe comment, ça veut dire pour moi prendre un peu de recul, c'est de se poser de bonnes questions, d'anticiper plutôt que d'avoir le nez sur ce qui nous impacte tout de suite. Je pense qu'on sera d'autant plus pertinent pour ce qui nous impactera demain si on réfléchit là-dessus. Et donc, ouais, pour répondre, j'y vais à 200%. Ouais. Beaucoup de designers disent que en fait, notre métier va se transformer, qu'on va devenir de plus en plus des prompteurs ou des prompt designers. C'est quoi ton avis sur la question? Alors peut-être qu'on va revenir sur ce qu'est un prompt. Hein. Peut-être que tu veux bien nous faire une petite définition rapide pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est le morceau de texte que tu rentres à ChatGPT, Midjourney, DALL-E, etc. pour te générer un élément de sortie. Donc oui, des ingénieurs prompt designers, c'est effectivement ce vers quoi on peut aller. Je trouve que ce qui est déjà intéressant, c'est que ça remet un petit peu, tout du moins sur ChatGPT, ça remet au centre un petit peu la nécessité de bien poser les éléments de langage et le contexte. Parce que ChatGPT, tant que tu le cadres pas, que tu lui donnes pas le périmètre, il va te sortir des trucs bateaux, des trucs un petit peu plats. Et plus tu veux qu'il soit pertinent dans la réponse, même si son objectif, encore une fois, c'est pas d'être pertinent, mais c'est de paraître vraisemblable. Mais à minima, je trouve qu'au moins, cette nécessité d'être clair dans l'énoncé, ça va favoriser de poser les idées. Donc c'est pareil, on pourrait très bien imaginer à l'avenir peut-être des ateliers où en fait il y a une solution génératrice où en gros on demande aux personnes de poser au mieux de la manière la plus détaillée possible, avec le contexte détaillé le plus détaillé, les attendus d'un projet par exemple. Donc du coup, pour avoir un élément de sortie qui corresponde au mieux de ce que tu attends, tu es obligé d'aller dans le détail. Et je trouve que l'intérêt c'est ça. Après, il y a sur Midjourney par exemple, plutôt l'impression qu'ils sont en train de se transformer sur des prompts où tu limites c'est du code avec des variables et des descriptions, des trucs comme ça. Donc peut-être une approche différente, mais en tout cas sur ChatGPT, oui, tu es obligé de le nourrir de contexte. Donc ça te pousse à te poser des questions, ça te pousse à prendre de la hauteur. Et c'est en ça que je trouve que c'est intéressant. Après, est-ce qu'on sera que des prompt designers? Je suis pas certain. Parce que c'est le premier métier qui vient en tête quand on pense à tout ce qui se passe. Et en général, les premiers éléments qui arrivent en tête, c'est pas forcément ceux qui seront demain la norme. Donc c'est pareil pour les métiers, les trucs comme ça, et les solutions. Toujours pareil qu'il y a une bulle en ce moment, qui est spéculative, et je pense que les vrais usages disruptifs et les vraies solutions qui vont un peu casser ou amener de nouveaux usages, en fait, elles sont pas encore là, quoi. Et toi, tu l'utilises aujourd'hui dans ton quotidien professionnel?
Ouais, Midjourney, je l'utilise plus pour me faire, pour tester, je trouve que ouais, c'est vachement intéressant Midjourney, sur génération de l'image, donc ça, je le teste plus à titre personnel. ChatGPT, je l'utilise aussi également au quotidien. Je trouve que ChatGPT, le prompt entre guillemets que j'utilise le plus, c'est toujours se mettre dans une posture, je vais dire, bah, en fait, je vais te poser des questions, enfin, je vais te donner des éléments et toi, tu vas me challenger. Et je trouve que c'est un des prompts que j'utilise le plus souvent. C'est au lieu d'attendre une réponse plate ou une réponse formalisée, bah, c'est à chaque fois d'enrichir la discussion en essayant de me coincer, entre guillemets. Je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça te pousse à réfléchir, ça te pousse à anticiper des éléments de langage que tu n'aurais pas ou des éléments de solution que tu n'aurais pas eu, ou à minima, enfin ouais, de creuser tout simplement. Donc oui, ChatGPT, je l'utilise. Et après, je l'ai utilisé pour faire des tests aussi sur l'analyse de données. Et voilà, donc après, sur des tâches un peu répétitives, tout ce qui est aussi traduction, correction de fautes d'orthographe, j'utilise pas mal. Du coup, tu crois que Don Norman, il va vendre une méthodologie ou un bouquin pour expliquer comment on devient prompt designer? Bah, une fois qu'il aura creusé un peu le sujet, oui. Non, non, bah, enfin, oui, je sais pas ce que tu veux que je réponde là-dessus, si ce n'est que, bah, si on part là-dessus, oui, sortir un livre sur Design Better, Good Better Design Award, enfin, je l'ai plus en tête là, le nom. Oui, bah, j'associe plus cette démarche à du marketing. Après, il aborde un sujet qui est intéressant, qui est nécessaire, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Et pour toi, sur quelle partie de notre métier aujourd'hui l'IA est la plus intéressante? Ou celle sur laquelle, s'il fallait vraiment se concentrer, on a vu les exemples à la fois en research, sur de la génération de protocoles, ou encore sur de l'analyse en masse de highlights, etc. On a vu les exemples, évidemment, les tout premiers sur le writing et les suggestions d'écriture. On commence à en voir de plus en plus sur le design, sur la génération, comme tu disais, de layout, de structure de page, etc. Pour toi, quel est l'axe qui a le plus de devenir en dehors du côté gadget que l'on teste tous aujourd'hui, mais celui sur lequel on... Celui qui a le plus d'avenir, en tout cas dans l'immédiat, c'est celui qui va permettre un gain de temps de production énorme. C'est celui-ci qui va percer, parce que de toute façon, on est dans un métier aujourd'hui, on cherche à industrialiser plutôt enfin, on cherche à industrialiser. Donc pour moi, une solution qui va permettre de gagner du temps, c'est celle qui va percer. Demain, quand je vais rentrer sur Figma et puis qu'on va me poser la question de savoir quel est le secteur d'activité, quel est mon tone of voice, quelle est mon identité de marque, de donner des noms de marques en termes de benchmark, etc. Et si je veux site mobile, PC, etc., et que je clique sur générer, qu'on me sort tous les parcours pré-réalisés, un design system pré-réalisé, pré-conçu, etc., une énorme brique à casser, bah ça, oui, ça va être un énorme levier pour le gain de temps. Et je pense que enfin, voilà, les usages de demain qui vont percer, c'est ceux qui font gagner essentiellement du temps. Sur la partie UR et l'analyse de données, je pense, enfin, il y a un élément qui est quand même à prendre en compte. Hein. À l'heure actuelle, je ne sais pas si les gens, quand on leur fait signer une décharge sur une interview, sur de la data, ils acceptent que la data soit mise sur un serveur qui se trouve à l'autre bout de la planète, où ils n'ont pas demandé, et qui va être traité. Donc, sur la partie analyse, de toute façon, sur la partie analyse, ça amène à rien de vraiment nouveau, si ce n'est l'interface conversationnelle, parce que machine learning il est là pour, depuis des années, depuis longtemps, pour prendre des données, des datas, et puis de les structurer, et puis d'en faire quelque chose. Donc ça donne un accès à cette démarche qui est beaucoup plus pratique, effectivement. Mais après, les restrictions en termes de techno aujourd'hui sur ChatGPT, par exemple, empêchent d'être dans une pertinence réelle de l'analyse de verbatim aujourd'hui. Enfin, à mon humble avis. Donc, je pense que ça serait intéressant sur la UR, sur défraîchir en amont. C'est-à-dire pareil, je vais poser des questions, voilà, je dois faire des tests utilisateurs, j'ai une interview orientée sur tel produit, tel élément, en prenant en compte des données que tu peux avoir sur le marché, sur l'écosystème, sur le business, etc. Parce que tu peux, en jeu de ping-pong, du coup, concevoir ce protocole. Mais il y aura toujours, de mon point de vue, pour le moment, tel que c'est construit aujourd'hui, vu que c'est nourri de données de Google, principalement d'Internet, en fait, ce qui remonte chez ChatGPT, c'est un peu le médium, enfin, c'est la moyenne de ce qui remonte. Donc, du coup, tu as besoin, toi, d'amener ta vision out of the box pardon, pour l'enrichir. Donc, typiquement, si tu fais, je sais pas, si tu dois faire un protocole, enfin, tu travailles sur une plateforme d'apprentissage en ligne.
bah, tu vas aller voir pour Coursera, tu vas aller voir des utilisateurs, et puis tu veux faire une interview pour savoir comment amener des éléments de gamification dans la plateforme Coursera. Si tu passes par ChatGPT, il va te fournir tout un tas de questions, mais je pense pas qu'à un moment donné, ChatGPT va te dire poser des questions sur les jeux massivement multiplayer. Alors que sur ces jeux-là, tu as tout un tas d'aspects d'apprentissage par guild, par triage, par imitation, par tout ça. Et donc, tu as tout un tas de leviers d'apprentissage qui sont dans ces jeux vidéo, qui sont ultra intéressants d'aller chercher pour ton contexte qui est cours en ligne, social. Alors qu'en fait, ChatGPT jamais va penser à ça. Parce que lui, dans sa base de données, il va pas créer. En fait. La seule part de création qu'il peut avoir, c'est la variable de température qu'ils appellent température, qui amène un peu d'incertitude dans la réponse. Mais en fait, il va pas aller sortir de ton secteur d'activité pour aller te dire tiens, ce serait bien que tu creuses tel secteur, tel élément, tel ceci. Donc c'est tout ça. Enfin, je pense que c'est ce jeu de questions de ping-pong sur la phase de protocole qui peut être intéressante pour cadrer. Et sur l'analyse, j'aimais quand même vachement de doute sur la partie légale qui va faire que est-ce qu'on va vraiment avoir le droit, est-ce que les marques vont accepter qu'on balance toutes ces données sur ChatGPT? Déjà, il n'a pas accès à tout, parce que tu vois, moi, je l'ai vu lors de l'écriture de ta bio. En fait, je lui avais dit, mais va sur LinkedIn choper les informations. Et en fait, il disait, c'est privé, j'ai pas le droit d'y aller, sauf si j'ai l'autorisation de Laurent Chastrus lui-même. Alors, je sais pas si c'est une question d'autorisation de ma part, mais en tout cas, par contre, sur l'API qu'ils sont en train de développer sur ChatGPT 4, oui, tu peux. Mais pareil, pour moi, c'est pas parce que tu donnes accès à Internet que le ChatGPT va te fournir une réponse viable. Ça sera toujours vraisemblable. Il faut savoir que, quand même, le cœur de l'algo de ChatGPT, c'est tout con, c'est de prévoir le mot suivant, en fait. C'est pas de donner une réponse véridique. Donc, même si tu le nourris avec des pages Internet, il va juste te remonter en fonction de ce qu'il y a sur cette page Internet. Mais si tu lui donnes une mauvaise page, il te donnera une mauvaise information à la fin. Attends, t'es en train de nous dire que t'as pas joué dans les rivières pourpres? Désolé. Putain, je suis désolé. Mais est-ce que du coup, l'émergence cette partie-là sur l'analyse. Et après, c'est pareil, sur l'analyse en elle-même, sur la UR, c'est intéressant d'aller le nourrir de données. Ça peut, pareil, sur le SEO, tu lui donnes des mots-clés, il va te les pondérer, te les classifier. Ça, il aime bien, ChatGPT, façonner un texte existant, le reformuler, etc. Et même sur de la pondération comme ça, il va parfois halluciner parce qu'il va combler les trous. Donc, pour pas combler les trous, tu es obligé de le nourrir avec énormément de contexte pour qu'il soit pertinent. Mais quand tu le nourris avec beaucoup de contexte, tu réduis sa capacité de calcul. Parce qu'il est aux alentours de ChatGPT de 4000 tokens, donc ça fait à peu près 8000 à 10 000 mots, je pense, je crois. Et donc du coup, ce qu'il va faire pour calculer le mot suivant, c'est qu'il va prendre tous les mots que tu lui as donnés en entrée, plus le premier mot qu'il va générer, puis ensuite tous les mots plus le premier mot pour générer le deuxième, et ainsi de suite. Donc c'est limite exponentielle, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais sa capacité de calcul, en fait, elle est réduite de toute façon. Donc à un moment donné, tu vas le nourrir avec beaucoup de contexte, mais derrière, ça va automatiquement réduire sa capacité d'écrire derrière. Et c'est pour ça aussi que Bing et Microsoft ont coupé au bout de 25 échanges, ils le réinitialisent, pour couper un petit peu l'impact sur les devs, et puis parce qu'il était il devenait plus pertinent avec les tests des journalistes. Et tu vois, techniquement, c'est déjà limité dans les éléments de sortie sur ton analyse que tu vas pouvoir faire avec la user research. Donc tout ça pour dire que tu vas peut-être pouvoir découper sur la partie analyse, tu vas peut-être pouvoir essayer de creuser ou de lui demander de faire des rapprochements, de pondérer des trucs comme ça, mais en soi, pour moi, il ne faut pas attendre que ChatGPT tel qu'il est réalisé aujourd'hui, tel qu'il fonctionne, te sorte un truc carré, pertinent, etc. Parce que ce n'est pas du tout l'objectif. En revanche, l'avantage de ces solutions, c'est que ça te permet de faire des associations, toi, et de dire « Ah tiens, c'est intéressant, effectivement, je n'avais pas pensé, etc. » Et de voir beaucoup plus large. Mais est-ce que justement ces associations-là que tu évoques, c'est pas la base du processus créatif, avec cette pensée divergente qui prend en compte une multitude de connaissances, que l'IA va venir en fait accélérer, simplifier par sa capacité en fait à tisser des liens entre des choses qui sont tellement éloignées et un volume tellement important que on ne peut pas faire dans nos métiers, et qui du coup fait d'une certaine manière, c'est pas tant sur la convergence qu'on l'attend, mais c'est sur l'accélération de cette pensée divergente. Ouais, carrément. Hein. Je pense que, même tu vois, sur la partie mid-journée, imagine, tu es une marque, tu veux reposer ton branding, ton image de marque, un concept, avec une bonne personne, en 5, 10, 15, enfin une journée, tu as posé 5, 10, 15, 20 concepts d'incarnation de marque avec des variables. Le test and learn, il est énorme. Pareil sur la UR, ça pourrait être vachement intéressant sur l'UX Writing de faire des focus group, pardon,
où en live, en fait, tu prends les retours des utilisateurs et puis tu modifies, tu changes le paramètre dans ton prompt, tu lui dis sois un petit peu plus formel ou incarne plus tel archétype de marque ou finalement prend un peu plus de hauteur, etc. Et donc du coup, tu fais réagir en live. Donc toute cette partie-là, ouais, c'est vachement intéressant. C'est ça qui va effectivement faire gagner énormément de temps sur nos métiers aujourd'hui. C'est sur quel aspect tu penses qu'en tant que designer, researcher ou writer, il faut qu'on soit les plus vigilants aujourd'hui? C'est de prendre de la hauteur, entre guillemets, et c'est déjà de comprendre comment ça fonctionne. Enfin, je pense qu'il y a un élément qui est important, c'est qu'au lieu de se lancer tête baissée dans tout ça, pour moi, c'est comment ça fonctionne. Parce qu'une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu peux savoir ce que ça fait, ce que ça fait pas. Et donc, du coup, tu peux pondérer les moments de sortie et puis être un peu moins en mode c'est génial, c'est la révolution, et de pondérer. Donc, pour moi, le premier élément que devraient avoir les designers aujourd'hui, UR, UX, UI, etc., c'est de se dire, OK, comment ça fonctionne? Et à un moment donné, on comprenne, que tu prennes le temps de comprendre. Une fois que tu as compris ça, tu comprends pas mal de choses. Les hallucinations, les limites techniques, le fait que c'est pas forcément viable, semblable, que ça veut paraître semblable, etc. Et après, une fois que tu as ça, pour moi, on est tout à chacun pour délivrer de la formation, aborder l'outil de la bonne manière et de mettre les garde-fous de notre point de vue en disant voilà, on vous donne ça en élément de livrable, mais attention, c'est comme une analyse d'UR, tu dis voilà, les utilisateurs ils ont dit ça, mais tu vas pouvoir y opposer dessus ta réflexion. Et aujourd'hui, tu penses que l'IA et tous les exemples qu'on a entre nos mains aujourd'hui, tu considères que c'est gadget et que c'est essentiellement, je parle à l'état de la technologie que l'on a aujourd'hui et qui est disponible sur le marché dans notre quotidien professionnel. Est-ce que tu considères que c'est gadget ou c'est des choses sur lesquelles on a un vrai intérêt de commencer à le mettre dans nos process de design, ou juste pour s'amuser, il faut tester en attendant que ce soit plus développé? De toute façon, c'est en t'amusant en testant que tu vas y trouver aussi, toi, les usages, de toute façon. Donc, parce qu'il y en a qui vont s'amuser à faire ceci ou cela, enfin, pour déconner, que toi, tu vas y trouver un intérêt. Donc, est-ce que les usages aujourd'hui qu'on en fait sont récréatifs, etc.? Je pense que il y a une bonne partie récréative. Tu vois, par exemple, tu prends ChatGPT, tu tapes ChatGPT ou peut-être moins Midjourney, mais ChatGPT sur Amazon. Tous les livres, c'est juste pour comment gagner du pognon en 5 minutes avec ChatGPT. Donc, tu vois, on est sur le niveau un peu, enfin, moi, ce que j'appelle le niveau zéro de la réflexion sur ce genre de truc, quoi. Enfin, il y a un effet de buzz, il y a machin. Donc, non, la techno en soi, elle est pas, c'est pas un jeu, mais c'est juste que derrière, à un moment donné, il n'y a rien d'innovant aujourd'hui sur ChatGPT. Techniquement, il n'y a rien d'innovant. Le réseau neuronal linéaire qu'ils ont fait, il n'est pas innovant. Enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'engouement des spécialistes de l'IA au moment où c'est sorti. En revanche, la révolution de ChatGPT, ça a été de mettre dans les mains du public les avancées de cette IA et qu'ils en prennent conscience. Et donc, à partir de là, ça a commencé à générer des usages. Mais il y a des usages, pour le moment, c'est un peu balbutiant parce que ce qui nous permet de jouer avec, c'est ChatGPT qui est 3 et qui est un peu réduit, entre guillemets, Midjourney. Donc, c'est des usages pas récréatifs parce que derrière, il y a un réel impact sur nos métiers, sur les secteurs d'activité. C'est assez nouveau d'ailleurs, ça. C'est que ça impacte directement le secteur tertiaire, alors qu'avant, les nouveaux trucs, c'était plutôt l'industrialisation, la robotisation, donc des métiers plutôt issus de tout ce qui était industrie, automatisation. Donc, non, c'est pas des usages récréatifs non plus, mais bon, enfin, je veux dire que ce qui ressort, c'est quand même beaucoup, c'est beaucoup ça aujourd'hui, quoi. Du coup, tu parlais de SEO et d'usage aussi. Tu crois que Google, je pense surtout Google pour le moteur de recherche, est-ce que tu crois que ils sont un peu en danger ou qu'en tout cas ils peuvent se faire sérieusement challenger par ce genre d'usage? Parce que moi j'ai essayé pas mal, notamment sur des questions ou à un autre moment j'aurais pu utiliser, tu vois, un moteur de recherche. C'est quand même super efficace. Est-ce que tu crois qu'il y a un enjeu là-dessus pour Google ou pas? Ouais, forcément, parce que de toute façon, ils auraient pas sorti le leur aussi vite aussi. Enfin, encore une fois, Google a ces trucs dans le pipe depuis des années, simplement, c'était pas OpenAI, donc ils pouvaient pas se permettre de le sortir. On a vu Microsoft qui avait testé un agent conversationnel sur Twitter, en l'espace de 24 heures, il était raciste, il était antisémite, et tout ce que tu veux. Donc Google, ils auraient sorti un truc comme ça aurait été pareil. Donc, OpenAI a pu se le permettre parce qu'ils n'étaient pas autant visibles qu'eux. Après, oui, ça va changer forcément les habitudes parce qu'en fait, on a
comme Google a changé les habitudes avec le fait d'avant, quand tu avais besoin d'une information, il fallait ouvrir un livre, il fallait chercher, il fallait pondérer l'information, il fallait la classifier, etc., etc. Aujourd'hui, si c'est dans les 3 premiers résultats de Google, c'est que c'est vrai, puis on ne prend pas le temps d'aller chercher autre chose, donc on n'a plus cette pondération de l'information, cette classification, etc. Ça a impacté tout ça. Et donc là, tu as une solution qui te fait gagner du temps. En fait, tu lui poses la question, tu ne peux pas aller chercher, tu as la réponse. Donc bien évidemment que même si on peut mettre tous les garde-fous en disant attention, c'est pas forcément vrai, attention ceci, attention cela, on a un rapport au temps qui est assez marqué dans notre société occidentale. Donc on propose quelque chose qui fait gagner du temps. Donc bien évidemment, les gens vont aller là-dessus, vont se contenter de ça, bien souvent, même si on dit qu'il faut aller vérifier l'information. Aujourd'hui, on pense ça parce que c'est un outil, parce que c'est nouveau, parce qu'on a ce recul. Mais demain, quand nos enfants vont être élevés avec que ça, je me pose la question, c'est-à-dire que ça sera la norme en fait. Donc du coup, oui, Google, où tu as besoin d'aller chercher l'information, de passer de page en page. Aujourd'hui, ils peuvent dire, nous, c'est différent, on n'est pas là pour, on est là pour amener une réponse, mais qu'il faut chercher, etc. Mais en fait, dans l'évolution actuelle des choses, ça va arriver que entre aller chercher l'information et puis attendre qu'elle me soit servie sur un plateau, j'irai sur celle où c'est servi sur un plateau, quoi. Donc oui, je pense que ça aura un impact chez eux. Et je pense qu'ils en ont conscience. C'est pour ça que c'est vrai ou pas, mais qu'ils avaient fait une alerte rouge, etc. Là, on a parlé pas mal de l'impact dans nos métiers, notre industrie, nos process, etc. Moi, je veux bien qu'on fasse un petit détour sur l'impact de l'arrivée de cette technologie dans notre société. Est-ce que ça va changer des comportements des utilisateurs envers les outils digitaux, selon toi? C'est pas je pense, c'est quasi sûr en fait que ça va impacter le rapport des clients avec la marque et le rapport de force dans le pouvoir de négociation que les clients peuvent avoir avec les marques aujourd'hui. Et je pense que c'est même là où on devrait réfléchir principalement plutôt que se focaliser sur comment l'utiliser en termes d'outils au quotidien en tant que designer. C'est d'anticiper, c'est de se dire quel va être l'impact sur le rapport avec les marques, sur le rapport avec la société, le rapport avec les gens, etc. Parce que demain, quand, pour un exemple, il y a une loi qui va être appliquée, elle passe au journal officiel. Moi, j'y pige rien, mais par contre, j'ai mon agent conversationnel, génératif, intelligent, etc., qui lui est plugué, il connaît tout. Dans l'instant T où c'est publié, si derrière ça concerne un élément qui me concerne moi, il pourra aller directement demander à la marque, soit un remboursement, soit, enfin, je sais pas, peu importe, mais tu vois, il n'y aura pas cette notion de il faut que la loi passe par une montée en conscience dans la population, qu'elle soit incarnée, qu'elle soit machin, jurisprudence. Enfin, non, tu as des automatisations qui vont se générer. Donc, on va avoir des attentes des utilisateurs qui vont être beaucoup plus fortes sur je veux tout de suite. La marque, demain, il faut qu'elle me réponde tout de suite. J'ai un agent conversationnel. Moi, quand je pose une question, il me répond tout de suite. Et vous, c'est pareil. Donc, du coup, il y a ce rapport au temps qui va être impacté. Vu qu'on va vouloir être de plus en plus connectés, qu'on va attendre que les marques soient de plus en plus connectées, on va attendre que les expériences soient encore plus personnalisées. Le moi, c'est le surmoi, limite. Donc tout ça, oui, je trouve ça c'est intéressant. Ça va impacter le rapport de force entre utilisateurs et marques. Donc ça, c'est intéressant sur les... Ouais, tu vas pouvoir rechercher de manière beaucoup plus pratique. Vu que ça va te connaître, ça va te proposer des choses beaucoup plus pertinentes. Oui, c'est tout ça qui est à prendre en compte. Et sur cette notion de temps, je trouve que ça va être le principal aspect pour les marques à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport de temps qui sera beaucoup plus réduit et des attentes beaucoup plus fortes, plus qualitative, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon terme, mais une clientèle qui va avoir c'est pas le bon terme, mais pas un niveau intellectuel, mais une expertise, voilà, pardon, une expertise beaucoup plus poussée de par l'intermédiaire de ces solutions, sur les sujets et les secteurs d'activité sur lesquels se positionnent les marques. La précision de la réponse, la personnalisation, tout ce que tu disais aussi. J'ai une dernière question. Je vois que le temps file, on pourrait en parler pendant des heures, mais on commence à arriver au bout de notre session. Je rappelle d'ailleurs que pour les gens qui nous regardent, si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, je trouve on parle beaucoup dans notre métier de est-ce que l'IA va nous challenger, est-ce que ça va changer notre métier, etc. Mais en fait, on parle beaucoup de l'utiliser et on aborde très peu le fait de designer pour l'IA, alors qu'on sait que ça va générer beaucoup d'usages différents. On parlait des moteurs de recherche, mais pas que. Sur les chatbots, etc. Je pense qu'il y a un terrain de jeu qui est énorme à défraîchir parce que quand on regarde les interfaces à l'heure actuelle, c'est quand même très très basique.
C'est quoi ton avis, Laurent? Je vois que tu... Non, je disais oui parce que pour moi, ça va faire partie des nouveaux métiers qui vont se créer. On va arriver sur des... les disruptions technologiques, elles ont toujours amené une hyper spécialisation des métiers. Quand tu regardes la répartition des métiers dans les années 1900, du 1920, 30, et aujourd'hui, en fait, il y a plus de métiers aujourd'hui, c'est beaucoup plus spécialisé, et donc du coup, tu vois, je sais pas, c'est psychologue en comportement IA, par exemple, tu vois, je dis des conneries, mais tu vois, c'est effectivement toute cette partie à designer aussi, qui n'existe pas et qui sera existée au-delà même de l'interface. Donc, ouais, je trouve ça vachement intéressant à creuser, effectivement. Et peut-être avant de conclure, est-ce que tu as un outil d'IA à nous recommander qui ne soit pas ceux qu'on connaisse déjà tous, entre ChatGPT, Midjourney, etc. Est-ce qu'il y en a un aujourd'hui où tu te dis, il a l'air intéressant à suivre celui-ci, ou au final c'est essentiellement tourné autour des principaux qu'on... Non, il y en a tellement aujourd'hui. Donc, non, j'ai pas un en particulier qui soit nouveau et que les gens ne connaîtraient pas, je pense pas. Ça marche. Le mot de la fin, Eric. Ouais, avant de clôturer, je voulais laisser la conclusion à ChatGPT. Dans la question que je lui ai posée, est-ce que les designers vont devenir des créateurs de prompts? Et je trouvais que pour une fois, la réponse était assez intéressante. Donc, je vous la partage. Les designers ne vont pas nécessairement devenir des créateurs de prompts, mais ils peuvent être amenés à travailler des systèmes d'IA pour créer des designs qui répondent aux besoins des utilisateurs. Les prompts sont des modèles ou des algorithmes d'IA qui fournissent des suggestions ou des recommandations pour la création de design, mais ils ne créent pas nécessairement des designs à partir de zéro. Les designers peuvent utiliser des prompts comme source d'inspiration ou comme point de départ pour leur design, mais ils doivent toujours apporter leur propre créativité et leur expertise pour créer des designs originaux et pertinents. Les prompts peuvent également aider les designers à gagner du temps en automatisant certaines tâches répétitives ou en leur fournissant des informations précieuses sur les tendances et les préférences des utilisateurs. En somme, les designers ne deviendront pas nécessairement des créateurs de prompts, mais ils peuvent travailler des systèmes d'IA pour améliorer leur travail et créer des designs plus efficaces et pertinents. Leur rôle créatif et leur expertise restent essentiels pour créer des designs innovants qui répondent aux besoins des utilisateurs. Je trouve que finalement, ChatGPT a résumé en 3 paragraphes la discussion d'une demi-heure, non? Du coup, on sert plus à grand-chose. Finalement. Yes. Merci Laurent. C'est le mot de la fin. Merci Laurent pour tes éclairages très intéressants. Merci à tous. Merci. Bon week-end. Bon week-end.